ponctualité, de votre assiduité et de votre présence. Ça fait très plaisir de vous accueillir ici ce soir. Et là, nous sommes un tout petit peu moins nombreux que prévu. Les intempéries et les bouchons ont dissuadé des énergies moins vaillantes que les vôtres. Donc, merci d'être venus. Nous avons la chance d'être filmés, d'être photographiés aujourd'hui amplement. Ça me fait très plaisir. Je suis photogénique, n'hésitez pas. Alors, nous allons parler d'un sujet tout à fait passionnant, même s'il remonte à plus de 100 ans. C'est Jack the Ripper, Jacques l'Éventreur, dont l'identité demeure mystérieuse, en tout cas en ce début de soirée, puisqu'à la fin de la soirée, nous connaîtrons l'identité de Jacques l'Éventreur, ou du moins une hypothèse concernant l'identité de Jacques l'Éventreur. Vous savez qu'il existe une hypothèse qui a circulé il y a 2 ou 3 mois, en particulier sur les réseaux sociaux, faisant état d'un barbier polonais qui aurait été juif polonais qui aurait été Jacques l'Éventreur, et Sophie nous dira ce qu'on doit penser de cette opinion qui depuis a été finalement pratiquement abandonnée aussi vite qu'elle a surgi. Il s'agit peut-être d'un soufflet au fromage qui se dégonfle aussitôt et qui ne correspond pas vraiment aux faits historiques. Alors, plongeons-nous dans cette ambiance brumeuse et ténébreuse de Whitechapel avec tous nos amis qui sont ici et que je vous présenterai au fur et à mesure. Et je vais céder la parole. J'ai voulu, parce que nous aurions dû avoir quelqu'un de Londres qui finalement n'est pas arrivé, non plus, il s'est perdu dans le brouillard probablement, mais un petit résumé en anglais de l'histoire de Jacques l'Éventreur. Nos soirées sont des soirées européennes, ouvertes à toutes les langues et les cultures, et Charles Di Meglio, c'est un nom italien pour un acteur français, mais qui va dire en anglais, Charles Di Meglio va nous introduire, va nous conduire en plein dans cet univers mystérieux, inquiétant et fascinant de Jack, notre ami Jacques l'Éventreur. Je ne dirais pas comme Flaubert de Madame Bovary, Jacques l'Éventreur c'est moi, mais c'était ça la révélation. Mais je vous laisse découvrir cette énigme mystérieuse et un contexte tout aussi mystérieux et fascinant. Au terme de 20 ans de recherche au Kew Archive à Londres, qui m'ont mené sur la piste d'un homme un petit peu, on va dire, hors piste, un homme qu'on n'a jamais suspecté d'ailleurs au titre des meurtres, pour ne pas le citer, Sir Melville Macnaghten, qui a un parcours quelque peu atypique par rapport aussi aux autres candidats des meurtres. Et en fait, j'ai eu littéralement un coup de foudre quand j'étais enfant en regardant le téléfilm en 2 parties de David Weeks. Peut-être certains d'entre vous se souviennent qu'en 1988, il y avait donc ce téléfilm réalisé par David Weeks qui mettait donc en avant Michael Caine, qui campait le rôle du détective Abberline, et qui nous présentait donc la thèse du complot impliquant le docteur Sir William Monteagle, qui aurait été donc, d'après Stephen Knight, d'où dérivait cette adaptation, le meurtrier présumé au titre des meurtres. Alors bien sûr, je ne croyais pas du tout à cette thèse grand spectacle. Par contre, j'étais fascinée par la force d'interprétation des personnages, par le climat d'époque victorienne, et ça a complètement poussé ma passion jusqu'à me renseigner. Je collectionnais dès l'âge de 11 ans et demi, donc les monographies, les écrits de Charles Dickens sur l'époque, parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait 1888 avec des plans de ville de l'époque, de Londres, et les études sociologiques de Charles Booth. Déjà, c'est les premières choses que je collectionnais étant enfant. Un peu plus tard, donc c'est là où j'ai voulu pousser donc, les recherches aux archives, non pas pour démasquer Jacques l'Éventreur, parce que j'étais pas du tout dans cet esprit-là, c'est presque par accident que je suis partie sur une piste, mais j'étais partie plutôt sur une enquête sociologique parce que le personnage me passionnait. Et à partir du moment où j'ai eu accès à ces archives, je me suis un petit peu arrêtée au rapport de police de l'époque, sur des mystérieuses correspondances qui mentionnaient l'éviction d'un candidat de Scotland Yard, un homme de 35 ans qui avait été chaudement recommandé par le ministre de la Défense de l'époque, donc l'équivalent du chef du Home Office, donc Sir Henry Matthews, qui avait donc recommandé cette candidature et qui au dernier moment, pour des raisons qu'on va essayer d'expliquer mais de façon synthétique, cette candidature n'a pas été avalisée parce que Sir Charles Warren, le commissionneur de l'époque, donc le commissaire, le préfet de l'époque, le préfet de Scotland Yard, a refusé cet homme-là sous prétexte qu'il n'avait pas l'expérience suffisante pour intégrer Scotland Yard. Et ça, c'était donc 3 jours avant les meurtres. Donc j'en étais pas encore à suspecter cet homme. Je trouvais juste étonnant que cette éviction ait fait autant de scandales dans la gazette de la police de l'époque, du
du 28 août 1888. Et cet homme, justement, qui comptait intégrer les services de police, a été odieusement ridiculisé. On a dit qu'il n'avait pas d'expérience pour intégrer Scotland Yard. C'est un exploitant de thé, à la base. Il n'a aucune qualification pour intégrer Scotland Yard. Il a été recommandé par son père. Mais il a subi cette autorité un petit peu comme une punition. Donc il a décidé de s'émanciper en intégrant les services de Scotland Yard. Et donc cette frustration a été quand même assez forte parce que Sir Charles n'a pas voulu recevoir donc, cet homme dans ses bureaux. Il lui a donc envoyé donc, une lettre signifiant donc, son éviction, une lettre assez brutale. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage, tout simplement à lire ses mémoires, Days of My Years, où il parle de ses souvenirs de carrière, où il mentionne son éviction et où finalement il montre un intérêt plus que démesuré pour le personnage, parce que cet homme-là va finir d'ailleurs par intégrer Scotland Yard après avoir subi cette éviction-là, 6 mois après les meurtres. Et c'est à partir de là justement que je rebondis sur les lettres et les correspondances continuellement envoyées pendant la période des meurtres donc à Sir Charles Warren, qui est pris pour cible par Jack l'Éventreur. Toutes les lettres qu'il va recevoir, elles sont au nombre de 600, sont des lettres de menaces, adressées au cher patron à chaque fois, comme si l'homme appartenait à Scotland Yard, donc déjà je commence à me poser des questions. Je lis toutes les lettres, bien entendu, je prends connaissance de cette aide et cette autorité que revendique l'homme, qui, dans une des lettres, bien une lettre qui date de septembre 88, qu'il a subi une éviction. Donc là, je me pose quand même des questions. Je reprends une lettre du 7 novembre 88, soit 2 jours avant le dernier meurtre commis sur Mary Jane Kelly, à Miller's Court. Et là, évidemment, mes doutes se confortent, parce que la lettre du 7 novembre 88, toujours au cher patron, signée Jack l'Éventreur, notre auteur présumé dit bien qu'il arrêtera sa vague meurtrière. Je rappelle qu'il a commis 5 meurtres à ce moment-là. À partir du moment où Sir Charles Warren, Sir Charles, aura démissionné de Scotland Yard parce qu'il a un passif à régler avec lui. Et là, il pourra réintégrer les services de police. Donc devinez ce qui s'est passé donc, 2 jours après, lorsqu'on découvre le corps sans vie de cette pauvre Mary Jane Kelly, qui est complètement éviscérée, retrouvée dans sa chambre, une petite chambre de 10 mètres carrés. D'ailleurs, c'est l'apogée du crime de Jack l'Éventreur, parce que les précédents meurtres sont d'une nature cruelle. Il y a eu effectivement des excavations d'organes, mais les corps étaient laissés en pleine rue. Mais là, le corps a été sauvagement mutilé. Des organes ont été d'ailleurs retirés, prélevés, emportés par l'assassin, notamment le cœur. Et là, c'en est trop pour Sir Charles Warren, qui, effectivement, sous le coup de l'impuissance, et en plus subissant des pressions par les journalistes d'extrême gauche, le Star, le Tacle et le qualifie d'impuissant, on réclame même la tête d'Henry Matthews. Il faut savoir que Sir Charles Warren est très impopulaire depuis 1887, depuis qu'il a dirigé une répression très grave contre des ouvriers qui étaient venus manifester à Trafalgar Square. Il y avait eu donc 200 blessés, donc l'homme n'est absolument pas apprécié des Londoniens, et encore moins parce qu'il s'avère incapable et impuissant à arrêter un meurtrier donc, en puissance, qui n'opère pas de la même façon que les meurtriers domestiques qu'on peut côtoyer dans l'East End. Il faut savoir que l'East End, c'est un quartier quand même excessivement misérable, qui connaît l'indigence. Vous avez des tanneurs, des bouchers, des quartiers qui sont comme assez glauques, les dust houses qui sont comme des petits corons, des petites maisons assez piteuses où on s'entasse par dizaines dans des réduits qui font même pas parfois 8 mètres carrés. Il faut savoir également, la petite détail sociologique qui n'est pas anodin, qu'une femme sur 2 dans ces quartiers se prostitue, est obligée de se prostituer occasionnellement, tellement la misère est grandissante, alors que nous sommes, je le rappelle, quand même dans une nation à l'époque où l'Angleterre est la première puissance industrielle au monde, et où finalement les gens d'East End actionnent peut-être la roue du progrès, mais dans une exploitation qui est complètement barbare et même anticonstructive. Et les femmes sont les premières victimes de cette politique du progrès. Les dolimopes, comme on les appelle, les occasionnels, une femme sur 2 se prostitue. Mary Jane Kelly n'y échappe pas. Les veuves, qui ont du mal aussi à montrer leur charme en plein jour, vous imaginez, sont obligées de les montrer la nuit. Comme disait Jules Vallès, qui est en exil à la fin du 19e, on croit rencontrer un canon, on se réveille avec du charbon. Enfin bon, bref, c'est terrible, parce que dans cette ambiance tamisée, vous imaginez bien, typiquement traditionnelle des peuples londoniens, on arrive finalement à, vous savez, le phénomène des boîtes de nuit, vous connaissez bien, on a tous eu 20 ans, et certains d'entre vous ont encore peut-être l'âge, mais tromperie sur la marchandise. Donc pour ces pauvres femmes laissées sans subside pour survivre, il faut bien trouver des stratégies. Elles ne peuvent pas faire les Amazones dans les quartiers du West End, assises de côté sur des montures d'exception, des chevaux napolitains. Non, elles sont obligées
d'aller subir les assauts violents et parfois imbibés d'alcool de certains marins, parfois excessivement violents. On sait que elles sont littéralement taxées d'être des fins de série. Elles se cachent derrière quelques menus maquillages, des châles parfois un peu trop grands. On reviendra sur l'affaire Russell-Edwards, comme disaient les experts. Si Catherine Eddowes portait un châle, dans ce cas-là, tout le monde porte sur ses épaules des nappes. Mais ça, on reviendra dessus, sur cette affaire qui défait la chronique. Et je reviens donc sur cette fameuse lettre, parce que je n'ai pas fini de revenir sur les détails qui nous occupent. C'est qu'évidemment, Sir Charles Warren va donner sa démission. Les fameux limiers Burgo et Barnaby, qui sont des chiens complètement stupides, envoyés sans entraînement dans l'ombre, font la risée de la presse du Stars, avec tous ces policiers avec des bandeaux sur le visage. Catch me when you can, ça nous rappelle un film avec Caprio. Attrapez-moi si vous pouvez. Et en attendant, Jack continue ses méfaits en toute tranquillité, en toute sérénité. Seulement Jack, dans cette lettre du 7 novembre 88, le dit bien. Il dit qu'il s'arrêtera, parce qu'il a un plan finalement, c'est pas un psychopathe, le psychopathe ne s'arrête jamais, c'est comme un clébard, un peu enragé, il commence à goûter au sang, il s'arrêtera jamais, si vous l'euthanasiez, il s'arrêtera, ok. Non, on a affaire à un pervers narcissique. Le pervers narcissique, ma soeur Florence, psychologue clinicienne, pour en parler certainement mieux, obéit à des mécanismes légèrement différents. L'homme souffre d'une intolérance à la frustration. N'oubliez pas qu'il y a eu l'éviction. Il a des conflits à l'autorité. Son père l'a fait devenir planteur alors que lui voulait devenir acteur. En 1872, lorsqu'il termine ses études à Eton, devant une partie de bridge, il impose ses choix professionnels à son père qui lui dit « Il me semble que tu es complètement fou, mon fils, de toute façon, fais ce que tu veux. » Donc il faut imaginer que son père, c'est quand même ni plus ni moins le chef de la Compagnie des Indes. Donc c'est une pointure économique très importante et majeure. Et que comme par hasard, la nuit du premier meurtre, qu'est-ce qu'on va les flamber ? Eh bien, à la date anniversaire de la Compagnie des Indes, les bâtiments nautiques appartenant à la Compagnie des Indes et à même pas 2 km des lieux du premier meurtre. Et lorsque l'on suit des travaux de psychologie qui justement pointent du doigt les premières tentatives meurtrières des tueurs en série sexuelle, ça commence le plus souvent par un incendie. Hasard, coïncidence, il n'y a qu'un pas. Je reviens, je vais arrêter de vous allumer avec cette histoire de lettres, je reviens sur la deuxième partie qui nous intéresse plus certainement, parce que notre oiseau est comme assez provocateur. Il dit qu'il va arrêter quand Sir Charles Warren, effectivement, donnera sa mission. Il va la donner au matin, quelle provocation de la part de Sir Charles, au matin de la découverte du meurtre de Mary Jane Kelly, qui est dans un état... Vous voyez, la charcuterie, c'est très propre à côté du corps de Mary Jane Kelly. Il y a les organes répandus partout, les poumons entre les jambes, le foie sur la table de nuit. Le cœur a été retiré certainement en accédant par la matrice, puisque le grill costal n'a pas été classé. Je le sais parce que je suis allée à l'hôpital de Gaches assister à une séance de dissection, où j'ai pu poser mes questions au docteur Rambaud, qui justement connaît très bien les procédés pour retirer effectivement les organes. C'était du travail quand même, on va dire, qui aurait pu être de docteur, mais également naturaliste, ce qui était justement Melville Macnaghten. La coupe, je ne veux pas être macabre, mais qui consiste effectivement à faire une ouverture du sternum pubis, qui était la marque de fabrique de Jack Léventreur, est une coupe qui peut être imputée soit à des médecins possédant de grandes connaissances anatomiques, comme le disait le docteur Bound, ou alors quelqu'un possédant des connaissances de naturaliste, car c'est la coupe qu'il faut pratiquer justement pour naturaliser un animal sauvage. Melville Macnaghten a vécu pendant 12 ans en Inde, il est le fils d'un colonial, il chassait le crocodile sauvage, il empaillait, tout ceci il le dit dans ses écrits. Et je reviens encore à la lettre, vous allez me maudire, là j'en termine là-dessus, en tout cas pour cette partie de lettre. Notre homme, dans sa lettre du 7 novembre, dit bien que non seulement il arrête quand il aura la tête de Warren et qu'il aura la démission de Warren, mais il prétend intégrer également les rangs de Scotland Yard après avoir subi son éviction. Devinez qui arrive 6 mois après la fin des meurtres, comme une fleur au fusil, et qui va tenter de clôturer justement cette affaire avec le partenariat de son supérieur, Sir Robert Anderson. Il s'agit de notre Melville Macnaghten, bien chanceux, intronisé par James Monroe, qui était son ami depuis qu'il avait été agressé par ses ouvriers agricoles en 1881. Et Ashley Eden, le gouverneur de l'époque, avait mené une expédition punitive justement pour punir ceux qui avaient été responsables de cette agression. Et depuis peu, et c'est pour ça que Sir Charles Warren se souvient de Melville Macnaghten, parce qu'il était humilié justement par ses ouvriers agricoles. On l'a retrouvé inanimé dans les plaines du Bengale. Ça a fait tout le tour effectivement de Scotland Yard. Donc Sir Charles Warren n'en a jamais voulu, parce qu'il estimait que c'était un homme qui n'avait pas assez de poigne, pas assez d'autorité, pas assez d'expérience. Et notre homme qui voulait simplement devenir un acteur, et je remercie nos 2 acteurs d'être là, finalement peut-être qu'il y aurait une justice pour cet homme malade de frustration qui verrait peut-être enfin ses vœux s'exaucer post-mortem à plus de 126 ans d'exercice de règne de Jack Léventreur. Et donc, d'ailleurs j'en suis encore émue quand j'y repense,
Vraiment magnifique prestation, j'ai cru que je n'allais pas trouver mes mots pour la suite. Mais ça c'est une autre parenthèse, j'ai ravalé mes larmes de propos et me voilà sous la ligne de flottaison, l'œil aux aguets pour vous parler de cet assassin qui est quand même assez hors norme, puisqu'il n'a jamais été arrêté et que des pléiades de suspects ont inondé les musées depuis quand même belle lurette, et qu'avec ma sœur Florence nous avons eu la chance, au voir l'accident, de nous faire renvoyer du Docklands Museum parce que nous prenions des photos de la thèse et j'en étais très émue justement. C'était en 2008, Docklands Museum a affiché pendant une année, enfin légitimé donc effectivement ma thèse, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit finalement les 20 ans que j'ai passé dessus, il y avait quelque part une justice. Donc nous avons pris des photos de ce grand plexiglas et nous avons été mises... on a failli mal finir parce qu'on nous a jetés dehors. Oui, nous avons été éjectés, ma soeur voulait que je rétablisse, mais ça m'a tellement amusé que j'ai finalement accepté. Mais la thèse, c'est sa thèse en fait qui est affichée. C'était très amusant de regarder. On ne pas nous croire. Le châtiment était délicieux. Et donc, pour revenir aux fameuses thèses qui nous occupent, mais vraiment pour revenir très vite, parce que là maintenant on va prendre un petit peu un coup d'accélérateur. Bon, comme je vous l'ai dit, notre homme intègre les services Scotland Yard. Il va reprendre une série d'affaires qui a lieu et qui ressemble fortement, c'est un pur copycat de Jack l'Éventreur. Le tueur de la Tamise, par contre, lui, il agit avec une prudence qui est certainement moindre par rapport à Jack l'Éventreur. Il coupe la tête de ses victimes et il balance donc des troncs, etc., de certaines prostituées dans la Tamise, donc c'est un copycat. Et apparemment, peut-être quelqu'un qui connaissait les victimes, puisqu'il coupe la tête et on voit qu'il y a un frein au niveau de l'identification. Donc, est-ce que c'était vraiment des prostituées? Est-ce que c'est quelqu'un qui se vengeait sur les femmes? Ce n'est pas Jack l'Éventreur. Mais ce qui nous inquiète, ce sont les propos de la fille de Malik McNaughton, Lady Aberconway, qui avait été interprétée délicieusement par Clémence tout à l'heure, parce que cette jeune fille qui a à peine 12 ans est invitée par son père à visiter tout simplement les bureaux de Scotland Yard. Il faut imaginer que son père, qui était taxé de tocard toute sa vie, est enfin content de pouvoir ramener sa fille dans la plus grande institution mais qui, depuis 1829, Scotland Yard existe, rayonne et est connu comme l'organe le plus important, l'organe policier le plus important quand même, de Londres. Il lui fait visiter son bureau, et la petite est très curieuse. Son papa n'a pas fermé sous barillet le bureau, et elle tombe sur des photos très compromettantes. Il ne s'agit pas des crimes de Battersea, des crimes de la Tamise, sur lesquels son père enquête. Qu'on me dise pourquoi son père possède une réserve de photos avec les victimes de Jack l'Éventreur dans son bureau, alors qu'il n'est pas chargé de l'affaire. Et en plus, avec l'aval de Sir Robert Anderson, il va clôturer l'affaire et se trouve un suspect parfait, la personne de Montague John Druitt, qui, comme par hasard, se suicide avec ses émoluments dans la poche. Il avait été accusé d'avoir pratiqué des attouchements sur des enfants. Il travaillait dans un pensionnat. Il était à la fois précepteur à Blackheath, dans un collège privé, mais en même temps avocat. Vous savez que finalement, les Victoriens sont très modernes. S'ils n'ont pas tous de boulot, regardez comment Watson et puis Sherlock Holmes se rencontrent sur fond de misère en Inde, alors que l'Angleterre est quand même une nation puissante. J'ai l'impression qu'on retrouve des résurgences dans notre société actuelle. On pourrait être puissant, mais finalement nous sommes un petit peu dépassés par ce qui nous arrive. Et donc c'est ça qui est exceptionnel, c'est que cet homme-là, qui a 31 ans, on dit de Melville McNaughton, Sir Basil Thomson le dit, c'est un homme avec une mémoire exceptionnelle qui ne fait aucune erreur. Qu'on m'explique pourquoi le rapport Moulson fait état de plus d'une trentaine d'erreurs à charge contre cet homme, alors qu'il n'a pas l'âge indiqué, il n'est pas médecin, il est avocat. Vraiment, reprenez le rapport Moulson, c'est bourré d'erreurs. On en a fait le parfait scapegoat, je n'ai peut-être pas l'accent, la parfaite chèvre de cette affaire, et à partir de là, l'affaire est secrètement clôturée. Et donc depuis les thèses se sont succédées. La thèse Shirley Harrison, qui peut-être est certainement celle qui remportait le plus de suffrages, le fameux journal soi-disant écrit par Jack l'Éventreur, où il s'agit d'un homme qui, malade de frustration, est drogué à l'opium, malade de sa femme Florence, qui l'accuse de tromper avec son beau-frère. Il est parti dans ses délires, mais en fin de compte, on s'aperçoit que ce journal, qui aurait pu être crédible, va nous décevoir parce que les tests ioniques et les tests de datation de l'album sont contradictoires. L'album est bien victorien, en revanche, les relevés ioniques précisent que les encres sont postérieures à 1921. Donc, effectivement, pour tous ceux qui ont pu croire à cette thèse, bon, la science avait tranché. Mais il y a une science qui est plus contestable, la science des ADN mitochondriales, où le taux de faillibilité est inclus entre 10 à 40% et permet de confondre un suspect, mais après avoir travaillé sur les ADN, si vous voulez, fiables, c'est-à-dire des ADN à partir des empreintes digitales et pas des ADN basés simplement sur la salive.
il y a une trop grande faillibilité. Il faut imaginer que les rabats d'enveloppe, les correspondances ont été manipulées par beaucoup de monde à Scotland Yard. Donc on ne peut pas fiabiliser ce genre de recherche où il faudrait que ça soit pratiqué par des experts assermentés, non pas des obscurs laborantins, comme un certain Jan Unalen qui avait donc travaillé sur l'affaire du Charles de Catherine Eddowes. Vous avez tous certainement entendu parler de la thèse la plus récente qui incrimine donc un barbier, Aaron Kosminski, le fameux barbier qui serait pointé par cet homme d'affaires, hein, vous avez tous entendu parler de ce châle qui était acheté aux enchères dans le Suffolk. Seulement, le problème avec ce châle, c'est que finalement, ADN fiable ou pas fiable, qu'est-ce qu'on s'en moque, puisque de toute façon, il n'y a aucun châle qui a été retrouvé sur les lieux du meurtre de la 4e victime à Knight's, ni dans les effets personnels, ni à proximité du corps de Catherine Eddowes. Vaste fumisterie s'il en est. Je pense que ce monsieur aura beaucoup de mal à justifier finalement ses recherches, ses pseudo-recherches, parce que finalement, à 126 ans d'intervalle, la seule preuve, la seule évidence qui va faire la différence, c'est tout simplement le travail en milieu archivistique. On ne peut pas s'amuser à se lancer sur des pistes comme celle-ci, retrouver des soi-disant taches de sperme sur un châle alors que ce châle est inexistant, accuser... mettre en avant la candidature de Simpson, le policier qui aurait retrouvé ce châle dans la nuit du double meurtre, le 30 septembre 88, la nuit où Jack s'est vengé sur 2 femmes, Stride et Eddowes. Stride, il l'a un petit peu loupé, si vous voulez. Hein. Il a été dérangé par un camelot, le camelot d'Imschutz, lorsqu'il est rentré dans la cour de Dudfield Yard. Et d'ailleurs, le cheval a marqué donc, un mouvement de recul quand l'assassin s'occupait de sa victime, ce qui fait que le Jack l'éventreur était comme frustré. Il a trouvé une autre victime qui s'appelle Catherine Eddowes. Il l'a égorgée. Il lui a retiré un rein. Lequel rein va être envoyé donc à la Central News Agency qui dessert toute la presse londonienne. Il faut savoir qu'à la période victorienne, les Londoniens et les Victoriens sont des grands lecteurs. Plus de 500 journaux, vous imaginez, si personne ne lit, ce serait presque du miracle. Bon, en fin de compte, ce châle, au regard des preuves qui sont apportées également par Sir Alec Jeffreys, qui est le pape de la génétique au niveau des empreintes digitales et qui a complètement validé cette thèse. Le site Casebook, que vous connaissez peut-être pour ceux qui se passionnent, qui est un site associatif relativement sérieux, a demandé à ce que ces recherches soient effectuées, et c'est grâce à ce site associatif que des véritables chercheurs scientifiques assermentés par la police de Scotland Yard ont pu justement démentir cette thèse qui est complètement farfelue, quand on simplement se contente même, parce qu'ils sont accessibles, hein, les rapports de police maintenant de Jack, ils ont tellement été lus relus que certains sont accessibles sur le site Casebook. Allez voir sur le site Casebook, téléchargez le rapport de police concernant Catherine Eddowes. Vous verrez qu'au titre des effets personnels, on ne retrouve aucun châle, ni à proximité, ni sur elle. Donc déjà, pas besoin de savoir si c'est faillible ou pas. À établir ce que B est assez, si A est faux, c'est faux, B également. Donc. Et il faut absolument se renseigner sur ce rapport. Et donc, Monsieur Bourgoin, Stéphane Bourgoin, qui est un criminologue bien connu, a justement fait un démenti sur son site, et en apportant énormément de preuves, il nous reprend exactement ce que j'avais pu énoncé sur mon site, qu'il s'agit d'une vaste fumisterie. Vous imaginez bien qu'avec tous les auteurs qui ont prétendu isoler un ADN concret entre Ian Findlay, le biologiste qui désigne Mary Piercy à partir de l'ADN soi-disant accusant Walter Sickert, le peintre impressionniste de l'époque victorienne, disciple de McNeill Whistler, et cette thèse-là vient de Patricia Cornwell, laquelle thèse vient d'un superintendant qui a recommandé l'idée à Patricia Cornwell, qui est romancière mais absolument pas essayiste, mais c'est pas grave, tout va, elle a le droit d'éventrer des toiles pour des millions d'euros, on peut dire, on va lui pardonner, hein, c'est Patricia Cornwell. Et il y en a un autre maintenant, qui s'appelle Russell Edwards, qui achète comme par hasard, c'est un homme d'affaires en plus, il est vachement qualifié pour des affaires criminelles, mais pourquoi pas, hein, chacun a le droit de faire son outsider. Et il achète ce châle en 2007, et dans ce folk, il est persuadé qu'effectivement il s'agit d'un châle ayant appartenu à Catherine Eddowes et qui a en plus des traces de sperme de Aaron Kosminski, sachant qu'en plus, Russell Edwards a fait manipuler en plus le châle par les descendants de Aaron Kosminski. Et là, on s'en sort plus, c'est le chien qui se mord la queue. Mais alors qui dit vrai? Alors si les 3 ADN sont confondants et qu'ils disent voilà, on a identifié l'ADN, c'est scientifique, regardez, il y a 3 ADN, il y a celui d'Ian Findlay, il y a celui de Patricia Cornwell, celui de Russell Edwards. À un moment donné, soit on devient tout schizophrène, soit l'histoire est devenue une vaste arnaque. Et je tiens pas ma révérence au PAF et aux télévisions qui, en panne de scoop, sont en train de servir du mauvais bœuf carotte aux gens parce qu'on est dans une crise et qu'il faut bien trouver quelque chose à manger. Mais au moins qu'ils fassent un démenti. Voilà. Je terminerai, je vous remercie beaucoup.
ne vas pas t'en sortir comme ça. Ça serait peut-être bon aussi pour tous nos amis, parce qu'on est passé assez vite sur les autres hypothèses qui existent. Beaucoup se disent, mais Jack l'Éventreur, je sais vaguement qui c'était, ça Sherlock Holmes, Oscar Wilde, Dracula, c'est-à-dire le 19e siècle où il y a plein d'ailleurs de choses absolument formidables. Et tous ces personnages sont souvent reliés entre eux. Par exemple, Conan Doyle, nous aurions dû avoir comme invité, elle n'a pas pu venir également à cause d'intempéries, une dame ce soir, Pascal Lafargue, qui connaît très très bien Conan Doyle. Il y a eu une soirée Dracula. Ici même, nous avons beaucoup lu des textes dans d'autres contextes, des textes d'Oscar Wilde. Vous savez que Bram Stoker a piqué une certaine Florence, c'est pas vous, mais une autre, qui était ensuite tombé amoureux de Bram Stoker, qui est devenu l'époux de Bram Stoker. Alors on pourrait simplement faire un peu le résumé, mais vraiment de façon très scolaire, des faits. Donc 1888-1889, donc à l'époque de la reine Victoria, les prostituées, dont vous avez entendu le nom, EES, toutes des femmes qui ont été assassinées de la même façon par cet éventreur, et ensuite une enquête, et dans cette enquête, on a un certain nombre de suspects. Puis par la suite, d'autres suspects ont été avancés, notamment parce que ça fait mousser ou vendre. Dans un film, c'est toujours intéressant de dire c'est peut-être quelqu'un qui est en parenté avec la reine Victoria. On a aussi accusé, notamment From Hell, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Johnny Depp, le docteur Gull, qui était le médecin de la famille royale. Dit aussi, voilà, le prince Édouard. Donc il y a une quantité, alors psychiatre, une quantité de personnes, je ne sais pas combien il y a de candidats. Il y en a des vingtaines. Psychiatre. Il y avait un peintre qui y a des tableaux. Walter Sickert, qui lui représentait des petites scènes de genre, parce qu'il avait représenté la série de meurtres de Camden Town, et qui avait une très grande ressemblance entre ses peintures et les meurtres de Jack l'Éventreur. On y a vu une grande proximité, mais bon, en même temps, ça suffit pas pour en faire un meurtrier. S'il fallait accuser, je sais pas moi, Jéricho d'avoir tué tout le monde sur le radeau de la Méduse, on n'est pas rendu. Enfin, je veux dire, il faut être un peu cohérent, on n'est pas forcément meurtrier parce qu'on présente une scène terrible. Non. Et en même temps, c'est amusant de se dire que c'est vrai ce que dit Dominique, il y a une très grande proximité entre la littérature de Conan Doyle et Jack l'Éventreur. Une étude en rouge, ça a été perçu justement comme une grande inspiration par rapport à l'affaire Boston Street, le tag qui avait été laissé justement la nuit du double meurtre Stride et Eddowes. On a vu beaucoup de ça. Et Lestrade est vraiment le parangon, la grande ressemblance avec Charles Warren, qui est perçu comme quelqu'un autoritaire et très maladroit, et où on peut y voir la figure de Lestrade se profiler derrière. Il y a plusieurs films, d'ailleurs Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, je voulais en voir un hier soir, j'ai regardé à 3h du matin, je me suis endormi, donc j'ai jamais vu la fin du film, peut-être ce soir, mais en tout cas ça veut dire qu'il y a toute une prolifération au sens positif de films, de romans, de candidats qui sont tout à fait formidables. J'aurais une question. Tu as cité qu'il y avait eu 600 lettres de... 600, entre 1888 et 1896, plus de 600 lettres vont être reçues par Scotland Yard. Oui. C'est énorme. Et toutes, bien entendu, ne viennent pas de Jack. Un grand nombre viennent justement de pur canulars. C'est pour ça combien que... de Jack on est sûr? Alors, Jack, il y en aurait au moins une trentaine, facilement une trentaine. Toutes les lettres Sharp. Alors là, au niveau de la fréquence, je n'ai pas calculé. Par contre, la fréquence meurtrière, 2 mois et demi de reine lapidaire, vous voyez, 126 ans après, on en parle encore. Et parce que la presse, finalement, s'est rendue complice, c'est le meilleur attaché de presse de Jack l'Éventreur. Vous imaginez, c'est son journaux. Et si on avait ça aujourd'hui, n'importe qui devient connu en faisant n'importe quoi. Ça me dit quelque chose, pas j'appelle ça Nabila. Oui, Nabila, oui. Si j'avais pas le dire, Et il existe il une thèse, c'est une personne qui m'a écrit. fait ses mémoires en prison, marqué à la Oui, il y a une personne donc, qui m'a écrit via Facebook, qui aurait voulu être là, qui ne peut pas parce qu'elle habite le sud de la France, et qui a écrit un roman prétendant que Jack l'Éventreur était en fait une femme. C'est une nouvelle hypothèse. Pascal Le... Il y a eu... Ah oui, ça faisait beaucoup là pour ma réception avec Marie Piercy, la Taziane Fidley, le biologiste écossais. Là, je suis un peu contrite. Et il y a
une autre thèse qui a toujours existé, disant qu'en fait ça n'a pas existé. C'est que c'est la police elle-même qui a tout monté, c'est-à-dire qu'on a éliminé un certain nombre de prostituées comme ça. Vous savez, c'est les fameuses théories du complot. Les réformateurs sociaux Voilà. pour améliorer les conditions de vie des gens Exactement. existants, on a dit que c'était un réformateur social. Remarquez, c'est plutôt efficace parce que dans l'année qui a suivi les Mais morts oui. de Jack Léventreur, on faisait construire plus de 200 maisons avec des normes. C'est quand même. C'est un héros noir, mais il a contribué sans le vouloir à améliorer oui, les lumières qui manquaient dans les rues d'Isten. Vous savez qu'on a l'avènement de l'électricité, on n'était plus au bec de gaz à la fin 88, on avait commencé à mettre beaucoup plus de lampes qui fonctionnaient à l'électricité. Et donc, effectivement, on peut dire d'une certaine manière c'est un réformateur social. Malgré lui. Alors, il y a des héros sombres, malgré lui. D'ailleurs, je me profite pour vous montrer une petite lithographie de Whitechapel, des maisons d'artisans, pour vous montrer un petit peu. Ces bâtiments-là ne sont pas les plus laids, je le précise de l'époque, mais en 1883, effectivement. Ce que tu as dit qui est un peu étrange, c'est que les meurtriers s'arrêtent à un moment donné, parce que moi je n'ai pas envie de m'arrêter, enfin si je suis meurtrier, parce que c'est grisant de continuer d'aller voir jusqu'où je peux aller, alors pourquoi ça s'arrête? Alors, il y a des thèses qui ont mis en avant le fait que Jack Léventreur avait peut-être été arrêté pour un autre délit. Forcément, il ne sera pas manque de bol, il va être connu pour autre chose, pour des délits moindres, alors finalement c'est un héros noir dans toute sa splendeur. Ça c'est bon. C'est la thèse possible, mais il y a aussi cette thèse qui était d'ailleurs relayée par Michel Grappard, psychologue et criminologue, qui dit qu'on a affaire ici plutôt à un pervers narcissique. Si Florence, tu veux bien nous donner un petit peu, puisque tu as participé. Oui, en fait. Le pervers narcissique, il a pleinement conscience des actes qu'il va faire. Et effectivement, ce qu'explique Sophie, c'est que une fois sa vengeance accomplie, il va s'arrêter. Une fois le chef de la police destitué, et il va prendre progressivement sa place puisqu'il va devenir le numéro 2. Bien sûr, il y a des mobiles inconscients parce qu'il réglait ce conflit à travers les femmes et la façon de leur nier leur féminité, puisqu'il leur retirait leurs organes. C'était un mobile inconscient, mais le premier mobile. Il prélève quand même l'organe. Mais le premier mobile, c'était quand même la vengeance, c'est de se débarrasser contre l'autorité. Voilà, le préfet de police. Mais effectivement, c'est toute la différence. Il y a les motifs et les mobiles inconscients. Les motifs inconscients, plutôt le mobile. Parce qu'on sait qu'il déteste, on sait grâce à son journal, Days of Myers, il déteste foncièrement les prostituées. Il ne les traite même pas en femmes. Il dit que ce sont les drugs of humanity. Les lowest drugs of humanity, ce sont les plus bas déchets de l'humanité. Donc déjà, notre homme rentre dans la police, à limite, bonnes attentions, comme vous pouvez le dire. C'est comme assez surprenant d'avoir cette vision-là. Alors certains puristes vous diront, vous savez, Sophie, à l'époque victorienne, qui ne considère pas les prostituées comme des bas déchets? Enfin, on évite d'avoir ce genre de discours quand on intègre Scotland Yard. Et la petite phrase de son journal, Matthew McNaughton, qui dit, mais en aucun cas, ma route n'a croisé celle de ce fascinant personnage qui est Jack Léventreur. Pourquoi avoir besoin de dire ça? C'est comme un malade mental qui se défend d'être schizophrène. Je veux dire, pourquoi avoir besoin de rajouter ce petit laïus? Comme il n'est pas névrosé, il ne refoule pas, il passe à l'acte. Voilà. Et finalement, ça répond donc à la question de Dominique. Le pervers narcissique est capable de s'arrêter contre un psychopathe dès lors que son canevas, sa cible est atteinte et que son projet a été atteint, sa cible. Et sa cible, c'était Warren. Il visait la démission de Warren. Et il faut savoir que quand on parle de querelle, d'intolérance à la frustration et contre les autorités, son père, qu'il détestait pour l'avoir vraiment honni parce qu'il voulait le mettre dans un circuit qui n'était pas le sien en le faisant devenir planteur, comme par hasard, il meurt le 24 décembre de l'année 1888. Un détail que je voulais ajouter dans mon livre, dans mon ouvrage, mais qu'on ne m'a pas laissé ajouter parce qu'on ne le trouvait pas assez significatif. Or, quand on a cette connaissance justement comme Florence là ou Michel Grappard. Michel Grappard, c'est une des plus grandes, c'est ma référence, c'est une des plus grandes criminologues en France. Je crois que c'est la seule profileuse que je te disais de oui. Elle a travaillé sur et donc elle a profilé effectivement le profil de personnalité de son personnage en supposant effectivement qu'il puisse avoir un profil de personnalité plutôt narcissique, plutôt je vais faire souffrir les femmes, je vais les dépersonnifier, et je vais jouir en fait de les voir souffrir. C'est ça la jouissance au niveau symbolique bien sûr. Et une fois qu'il a accompli sa vengeance, il est satisfait, il peut s'arrêter.
Voilà ce Et qu'elle avait j'aimerais dit dans peut-être sa ajouter un thèse. détail qui peut sembler morbide, mais qui est quand même assez significatif. Non, Les travaux morbide. du docteur Isaac Baker Brown, que certains d'entre vous connaissent, si vous connaissez peut-être son opposant Charcot. Isaac Baker Brown est justement, on sait que Jack Léventreur critiquait les médecins juifs, etc. Il était assez malin pour orienter les doutes vers cette population-là. Isaac Baker Brown, qui a opéré, qui était chirurgien à l'époque, qui faisait la chirurgie préventive et qui retirait les organes féminins en prévention des cas d'hystérie. Il a opéré entre 1850 et je crois et 1859 sur les femmes du West End, sur des femmes voilà, du petit monde, hein, de la haute. Et pourquoi pas envisager que ce médecin finalement ait décidé de, sous couvert d'une intervention préventive, ait décidé, parce que quand même McNaughton c'est le dernier d'une famille de 11 enfants, et apparemment l'accouchement était très difficile, sa mère avait plus de 40 ans quand elle l'a eu. Alors évidemment, quand il n'y a pas la pilule, qu'est-ce qu'on fait, hein? Donc sous couvert de la chirurgie préventive, on toque à la porte d'Isaac Baker Brown, et c'est très facile après d'envoyer au médecin juif et de se plaindre d'avoir été désavoué, parce qu'apparemment elle aurait eu d'atroces souffrances, ce qui expliquerait pourquoi il en veut à la mère, pourquoi on a retrouvé les intestins d'Annie Chapman encerclant son épaule gauche. Vous savez très bien que quand une maman met au monde un enfant, devinez où on le place au niveau de l'épaule, et qu'est-ce qui pend au niveau de l'enfant, c'est le cordon ombilical. Peut-être un rappel certainement de sa naissance douloureuse, et avec une mère qui aurait pu lui dire, mais là c'est pure conjecture, que finalement elle s'est sentie mutilée par sa faute. Parce que le docteur Isaac Baker Brown pratiquait pile poil à l'époque, de naissance de Mary McNaughton, ce genre d'intervention. C'est la dernière enquête sur laquelle je travaille. Oui, puis ça a préfiguré aussi des travaux de Charcot sur J'ai l'hystérie trouvé à ce la genre de méthode salpêtrière, absolument infâme Ouais. et contre-productive. où les femmes faisaient des crises hystériques très importantes, et effectivement ils ont travaillé beaucoup avec Freud justement oui. pour déterminer l'étiologie Donc on de était comme assez en avance de à ces cette époque. névroses hystériques. Mais Mais effectivement... Mais il faut savoir que le docteur Isaac Baker Brown est certainement un membre des théories malthusiennes, où on évite à tout prix que les femmes fassent trop d'enfants, etc. Donc tout est encore de la vaste hypocrisie sociale. Si Isaac Baker Brown croit vraiment mettre fin à l'hystérie, parce que hystérectomie, hystérie, voilà, ça vient de là, hein, on retire effectivement les ovaires et tout ce qui va avec, et on se débarrasse du problème. Bravo aux Malthusiens, ils ont gagné. Et n'oublions pas que Melvin McNaughton était un Malthusien chevronné et qui se disputait souvent avec sa femme à ce sujet, si j'en crois ses mémoires dans Days of My Years. Donc tout paraît en tout cas collé à ce niveau-là. Ça m'amuse un peu ce que tu dis, j'ai toujours l'esprit mal tourné. Mais à la même époque se situe un épisode qui a été retracé par un film qui s'appelle Oh My God, et qui retrace... oui, justement, c'est l'étude de l'hystérie qui est effectivement au double sens du mot God, et où il y a effectivement une époque de grande hystérie, où on cherche à remédier, on se rend compte qu'au fond, c'est que ces femmes sont frustrées. Alors là, c'est peut-être aussi les hommes qui sont frustrés en C'est pas l'occurrence. mal vu, j'avoue. Oui, il y a une frustration. C'est dans l'air à l'époque, Mais- à l'époque victorienne, on est dans la frustration. Mais Freud parlait quand même aussi d'hystérie pour les hommes. Oui, bien sûr. Donc, je disais que c'était pas l'apanage des femmes d'être hystériques. Donc, merci Freud quand même. Oui, merci Freud Pour d'avoir. d'avancer du féminisme quand même, parce qu'il y avait quand même des méthodes très très barbares pour supprimer l'hystérie dite féminine à l'époque. Sous couvert d'une hypocrisie sociale totale. Voilà. Alors, la parole est dans la salle. Qui veut la prendre, ou peut-être défendre une autre thèse concernant l'identité toujours mystérieuse de Jack Léventreur. J'avais entendu également une thèse selon laquelle c'était en fait 2 ou 3 personnages différents. Voilà. Ouais, je pense savoir Tu as entendu pourquoi. par quoi? C'est à cause justement de la nuit du double meurtre avec l'affaire Stride, où on a vu un homme à 20 minutes du meurtre d'Elizabeth Stride la bousculer dans un recoin, dans un goulot obscur. La thèse Schwartz et je ne sais plus quel était l'autre interlocuteur, mais ça serait né à partir de là. Et ça a été plus ou moins repris à l'époque quand elle est sortie un roman. Lipski, L'assassin, c'était ça, la critique. Lipski, oui. L'assassin habite au 21. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman, qui a été adapté en film. C'est un film merveilleux avec Pierre Freinet, Noël Roquevert, enfin, tous ces Jean Tissier, Les Pierre zoologers Larquet. aussi. qui Et s'inspirent. je vais dévoiler, excusez-moi, ce qu'il y a dans ce film, où effectivement on parle d'un assassin, d'un tueur en série qui s'appelle Monsieur Durand. Et en fait, Monsieur Durand, c'est 3 personnes différentes. Évidemment, quand l'un est en prison, un autre commet le meurtre, donc il ressort de prison. C'est assez ingénieux cette histoire-là. Et ça rejoint l'idée du complot, c'est-à-dire qu'au fond, cette histoire de Jack Léventreur, c'est quelque chose qui a été monté un petit peu, et donc monté par 2 ou 3 qui ont pu ainsi se succéder dans leurs bonnes œuvres. Alors, je laisse la parole à nos amis. Oui.
Carole. Dans aucune de ces lettres, il n'explique ce qu'il fait de ces organes qu'il prélève et qu'il garde. C'est une question hyper intéressante, d'autant que les psychologues et les chercheurs, notamment les chercheurs du FBI et Quantico, se sont demandé justement si ces organes-là étaient prélevés à titre de trophée et s'il s'avère qu'il aurait mangé les organes qu'il a emportés. Parce que s'il les a mangés, ça sous-entend que cette volonté de cannibalisme, c'est une prise de pouvoir sur la femme. C'est-à-dire qu'il est victorieux parce que non seulement il réussit à prendre quelque chose de sa victime, mais il assoit sa supériorité en mangeant l'organe, ce qui est la forme, il paraît, hein, de ce que disent les psys, la forme extrême de pouvoir du tueur en série, de pouvoir total sur les femmes. Hannibal, enfin. Oui, Hannibal Lecter, ça ça ramène, ramène, en fait. et puis voler le cœur de la dernière victime, la victime la plus jolie, c'est vrai que c'est assez symbolique. Mais c'est vrai que c'est une question que se sont posées effectivement les chercheurs, pourquoi les avoir volés, et s'il les a volés, on sait qu'il les a volés, qu'est-ce qu'il en a fait, les a-t-il mangés, les a-t-il conservés jusqu'à putréfaction? Ça me rappelle Issei Sagawa, ou brûlé. Issei Sagawa, vous savez, le tueur de la jeune Artevel, la jeune hollandaise, il était étudiant à la Sorbonne dans les années, je crois, début 80. Il fait venir chez lui la jeune Artevel et il lui demande de lire un extrait de Nietzsche, ce qu'elle fait, lui tire dans la tête. Ensuite, il la dépaisse, il mange les parties les plus érotiques, il met le reste au frigo. Quand ça pourrit, il met tout dans une valise. Il prend le taxi pour aller au bois de Boulogne, et puis évidemment il est tellement discret, c'est sûr qu'un Chinois il se retrouve au bois de Boulogne et puis une grosse valise. Bon bref, donc la suite on la connaît. Il a été extradé, papa étant riche, pas inquiété du tout, pas jugé en France, complètement jugé responsable, et maintenant il tourne des films des films X, et il s'est reconverti dans la cuisine. Mais c'est vrai, bien sûr. Dans la viande. Il a eu une belle carrière, disons. Il y a un manga Ils s'en sortent. aussi, il a sorti un manga où il C'est une vedette. tout son procédé. Ah oui, c'est un Sagawa. succès dingue. Son mode Ah oui, opératoire. mais il a un mode opératoire intéressant parce qu'il dit manger les parties de corps pour faire l'amour avec sa victime parce qu'il n'a pas pu la posséder, elle s'est refusée à lui, donc il mange les seins, il mange, bon, je ne préciserai pas les parties intimes de la victime en imaginant que ce rapport érotique va lui permettre de s'approprier celle qu'il n'a pas vue. Bon appétit, bien sûr. Mais c'est évidemment un tueur sexuel comme Jack l'Éventreur, un tueur sans motif. Et Jack l'Éventreur, je pense qu'il était vraiment impuissant. L'histoire du sperme, etc., c'est chimère à 2 balles là, sur Lucien Edwards. À moins que ça soit un côte glacé qui soit tombé sur la nappe, il faut arrêter de nous prendre pour des billes. Qui était impuissant? Jack l'Éventreur. Évidemment que s'il se sert de l'outil le plus phallique, et ça c'est reconnu, hein, la psychogénèse des tueurs en série, quand on tue avec un couteau, on peut tuer avec un flingue, vous savez qu'au Vietnam il y a comme des moyens plus radicaux. Hein, et ben, l'arme blanche est connue comme étant le substitut phallique. Donc, ça signifie forcément qu'il a une impuissance. Ça signe l'impuissance. Voilà, c'est comme la grosse voiture et la cravate. Sauf Qui que a là, une on lui cravate donne ce soir? un signe. Qui a une cravate ce soir? Personne. Tout va bien. Tout va bien. Ils n'ont pas mis de cravate, je crois que tout se passe bien. Oui, donc ça signe l'impuissance. C'est un signe d'impuissance. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, Florence. Il y a un rapport à l'oralité, effectivement, qui est présent. Il y a des stades qui ont dû sauter dans son enfance. Stade anal, Les stades anal, beaucoup dans l'oralité. Et puis, effectivement, oui, on peut faire l'hypothèse, on ne sait rien, on ne peut pas vérifier, mais d'une impuissance, et du coup, d'un passage à l'acte avec les prostituées, effectué de façon symbolique, puisqu'il ne pouvait pas le faire dans le réel. Donc, parce que lui-même n'a pas été amoureux d'une prostituée. Pourquoi il s'est attaqué aux prostituées? Surtout, pourquoi s'est-il attaqué avec plus d'acharnement sur la dernière, qui était plus jolie et plus jeune que les autres, qui avaient plus de 43 ans? Alors, j'ai une hypothèse, mais je ne sais pas ce que Florence en pensera, j'aimerais avoir son avis là-dessus, c'est que, comme il avait certainement confié à la mère, il s'attaque à des femmes qui ressemblent à la mère, et à un moment donné, il s'attaque à des femmes qui ressemblent à sa compagne, en la personne de la dernière victime. Mais avait-il un lien personnel avec la dernière victime? C'est intéressant parce que, votre question est vraiment très intéressante, parce que Melvin McNaughton, qui n'a jamais vu cette femme en vrai? On sait que son visage est tellement défiguré qu'on ne saura jamais à quoi elle ressemblait. Comme par hasard, aucune photo n'existe. Et il déclare qu'elle a des charmes considérables. Comment le sait-il? Puisque de toute façon, il n'existe. Melvin McNaughton qui va déclarer à propos de la dernière victime qu'elle a des charmes considérables dans son rapport. Alors déjà d'une, qu'il n'a pas enquêté sur l'affaire, comme je vous disais, il a enquêté sur le satanisme. Et il y a comme des choses, des zones d'ombre quand même. Hein. J'aurais peut-être une hypothèse, effectivement, par rapport toujours à ton suspect. Il voue à la fois, Melvin McNaughton, une haine à sa mère, puisque souvent les pervers narcissiques, ils ont été vraiment humiliés par leur mère, et souvent les pervers narcissiques et les psychopathes,
Et à la fois, ils ont envie de se faire aimer de leur mère, donc ils vont essayer de se rapprocher d'un modèle Sacralisation, désacralisation. qui pourrait leur faire penser C'est à vrai ce leur que dit mère. Florence, parce que j'ai constaté que chez les tueurs en série, ils en veulent tous à la mère. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir la tuer 100 fois? Eh ben, ils vont tuer 100 femmes différentes. Mais la mère, ah, on n'y touche pas, on l'adore. En fait, on va quand même la laisser Ouais, c'est bizarre. en fait, ils Hein vont déplacer. Non, C'est plus facile ça s'appelle de un faire comme ça. déplacement en fait. Ouais. Vous n'arrivez pas à atteindre votre mère, donc vous allez déplacer sur. Parce une que la autre mère personne. devient phallique, elle devient tellement puissante qu'elle terrorise C'est ça. elle-même le tueur en série. Alors lui, il reste comme ça, avec des foules à l'extérieur. Et c'est comme si finalement il tuait une personne, il l'enterre, on va dire c'est sa mère symbolique, il la déterre, il la retue, mais il ne peut pas faire ça, ça n'existe pas. Donc il va Mais il en ne peut pas prendre le faire dans le une réel, centaine. Voilà. parce que quelque part, Exactement ça. la mère, elle a tellement été mise dans une fonction sacralisée Puissante. que du coup, puissante, castratrice, enfin, une femme qui Sacralisation, les, désacralisation. les a humiliés, que du coup, ils vont transposer leur haine inconsciente. C'est toujours, ça se passe un peu au niveau de En l'inconscient. fait, Sur d'autres femmes qui vont... c'est les seuls qui ont le droit de dire du mal de leur mère. Ils vont dire c'est salope, je l'ai tué, nanana. Par contre, si elle voisin à côté, ta mère c'est une salope, attends, ma mère c'est une salope. Donc ils ont ce Se côté calme, tu vas- sacralisation, désacralisation. Il la déteste, mais il ne veut pas qu'il soit dit qu'il la déteste, il se l'avoue même pas. Haine et On amour. préfère les tuer. Haine et amour, Haine et voilà. amour. C'est le rapport ambivalent entre la haine et l'amour. Il y a- Guillaume. Guillaume, ok. J'ai une question. Au-delà de la psychologie de l'identité de Jack l'Éventreur, quel aura été ou est toujours l'impact d'une telle affaire au niveau politique, au niveau sociologique? Est-ce que ça a permis de légitimer certaines pratiques judiciaires, policières, comme on voit qu'il y a beaucoup d'affaires où il y a toujours un point central, une sorte de symbole, d'icône, est-ce Oui. que ça, Oui. pour pouvoir légitimer quelque chose? Absolument, puisque 4 années après les meurtres de Jack l'Éventreur, on en est quand même au bertillonnage, où là la France, Cocorico, donne un peu de leçon aux Anglais, leur dit les gars, il faut peut-être commencer à s'attaquer aux empreintes digitales. Le comité Belpeur est formé, devinez qui dirige le comité Belpeur? Excusez-moi, c'est tellement drôle, sur Melvin McNaughton, au niveau des empreintes digitales. Et on essaie justement de retrouver des pièces à conviction, même a posteriori, on ne retrouvera jamais aucune trace sur rien du tout. Donc l'homme avait quand même une longueur d'avance. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau, en tout cas policier, ça va ajouter quelque chose. Au niveau politique, on sait qu'il y a une prise de conscience des conditions dans lesquelles vivent ces gens-là. On sait qu'il y a aussi, vous savez, quand ça ne va pas, quand il y a une situation de crise, les communautés s'affrontent entre elles. C'est quelque chose même qu'on peut voir à l'heure actuelle, ne mettons pas la tête dans un sac. On est une époque où il y a des pogroms, où il y a des immigrés polonais qui subissent, les Polonais juifs, les exactions quotidiennes de leurs homologues britanniques bien pensants, qui pensent qu'aucun Britannique n'est capable de commettre des meurtres aussi monstrueux, aucun gentleman ne saurait s'avilir à ce point. Et je me demande bien à quel point on peut connaître aussi bien les organes si on n'est pas quelqu'un de la haute, et sans accuser les médecins, peut-être s'orienter aussi vers les naturalistes. En tout cas, il y a eu des conséquences puisqu'on s'est mis à éclairer davantage les rues, donc on a facilité la vie aussi des prostituées. Pas toujours pour celles qui n'étaient pas terribles physiquement, mais on va dire que ça leur a permis, à défaut d'être agréable, d'avoir une sécurité. Voilà. C'est subjectif. Il y a les juifs aussi qui ont été... Des têtes de il y a eu Turcs. un climat C'est pour aussi, ça que je parlais d'Isaac d'antisémitisme, Beckerbauer. Un climat d'antisémitisme pour orienter justement les Jack était un juif, forcément, un boucher juif. Et puis il savait mettre le bazar aussi au niveau politique, puisque pour répondre à votre question, quand il va assassiner Catherine Eddowes, il s'attaque vraiment à la zone limitrophe entre deux juridictions policières, là où sévit la Met, la Metropolitan Police, qui touche les districts de la police qui est la couronne londonienne, et la City qui se trouve dans Westminster, les beaux quartiers. On est à la jonction entre deux quartiers, je ne vous dis pas comment ces deux polices vont se massacrer pour se prendre l'affaire. Ça va être très... Une question, est-ce que, bon, je sais que c'est les prostituées plutôt du Ouest qui sont attaquées, est-ce que les pistes, pardon, est-ce que les courtisanes, par contre, de l'époque, qui étaient vraiment dans la époque là, ont eu une crainte aussi? Est-ce qu'elles ont commencé à paniquer? Non. Elles n'ont non seulement pas paniqué, mais elles ne suspectaient pas qu'on pouvait vivre dans un climat de misère pareil. Ça a orienté le regard du royaume. Il faut imaginer qu'en aucun cas les gens du West End ne mettent les pieds dans ces quartiers-là, à part les sociologues, à part les têtes brûlées, comme l'auteur des Abysses, Jack London, cet Américain qui veut vraiment rentrer dans la peau des miséreux, qui va mettre des vêtements horribles pour vraiment aller faire la queue dans les working house, et on y va à fond la manette. Il ne savait même pas qu'un climat pareil pouvait exister. Il faut imaginer que les gens sont tellement miséreux qu'ils se servent même lorsqu'ils voient un bout de pain pour les plus miséreux. Certaines même se prostituent pour une miche de pain et un verre de gin. Ça, je l'ai lu. Et les gens sont tellement minces, tellement malnutris que certains ont des tailles de gnomes.
et même, c'est comme si on faisait de la prévention, on ne montre pas aux gens du West End que ça peut arriver. Pour eux, c'est comme si on disait, voilà, je vais être dur, hein, je ne veux pas avoir un discours colonialiste, mais c'est comme si on disait, on a égorgé un cochon dans les bas quartiers. Ils ne considèrent pas ces gens-là comme des humains. Il faut vous mettre dans la tête d'un colonial britannique, de quelqu'un qui est dans une upper class. Les écarts sont tellement ignobles qu'on ne peut même pas imaginer à quel point Ça a persisté quand même. Ça a persisté. Les classes. Et sur les photos, d'ailleurs, les gens de l'East End ressemblent vraiment à des déportés. Est-ce qu'il y avait des maisons Claude à Londres? Il y en avait beaucoup, et pas seulement dans l'East End. Hein. Bien sûr, il y avait dans l'East End plus de 200 lupanards. Donc c'est quand même assez énorme, l'East End. Plus de 100 000 personnes qui vivent là. Et Londres, à l'époque, il y a quand même 4,5 millions de gens qui vivent. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui vivent dans une relative misère et qui certainement sont confrontés à la prostitution. Disons que la prostitution côté West End ressemble à une espèce de néo-bourgeoisie mal assumée, mais il y avait des Amazones au West End. Hein. Ils paradaient aussi bien fardés que bien habillés qu'une bourgeoise. C'est difficile de faire la différence. Alors qu'une prostituée de l'East End, on voit tout de suite qu'on a affaire à une prostituée. C'était quoi les Amazones? Les Amazones, bah, ce sont ces femmes qui justement faisaient des petites balades à Hyde Park ou dans les beaux quartiers, qui allaient défiler en cheval, etc., aller chercher des messieurs, qui faisaient leur promenade quotidienne derrière le côté non, je ne suis pas prostituée, mais qui cachaient bien leur jeu. Tu disais que souvent ils avaient deux boulots. Hein. Alors ça, c'est les Golimop dans l'East End, ouais. Une femme sur deux dans les quartiers d'East End se prostitue. Visible et puis un autre. Le jour, ouvrière, et la nuit, ça ne se termine pas, elles ne vont pas rentrer à la maison. Non, il faut ramener encore de l'argent, donc elles vont se prostituer. Et souvent, je vais être vraiment féministe pour le coup, mais malgré moi, mais pour aller nourrir et donner de la boisson à leur mari qui se pochetronne, qui va aller écluser tout ce que leurs femmes gagnent. Alors, c'est comme un climat quand même sordide. Et puis bon, quasiment toutes les prostituées qui ont été assassinées par Jack étaient des veuves. Plus de 43 ans, sauf la dernière. Et en plus, elle a été assassinée chez elle, la pauvre. Elle avait perdu sa clé une semaine avant. Elle se disputait avec Joe Barnett, son compagnon. D'ailleurs, on l'a même accusé d'être peut-être le meurtrier. Parce que J'ai vu ça dans un film. Jane Kelly était violente. Hein. Elle jetait des chaussures dans la tête. Il y avait la fenêtre qui était cassée. Quand McCarthy, qui vient percevoir le loyer au matin du meurtre, va écarter les rideaux, je ne vous dis pas la découverte, mais c'était comme la misère. Et la porte était toujours fermée à clé. Donc, polémique, est-ce que c'était Joe Barnett? Comment il a fait l'assassin pour rentrer? Est-ce qu'il a récupéré la clé? Est-ce qu'il savait où Jane Kelly cachait la clé? Toujours est-il que c'était fermé de l'intérieur. Et les policiers au petit matin du 9 novembre, le jour du Lord Mayor Show, hein, des fêtes de charité, du défilé du maire à Ludgate et de partout dans Londres, ça a fait un scandale. Vous imaginez les Penny Dreadful, les New Boys qui crient « Un nouveau meurtre est arrivé !» Le jour du Lord Mayor Show, ça fait des ordres. Et les policiers ont quand même attendu 3 heures quand même devant la porte de Jane Kelly pour avoir les autorisations. Et en plus, comble du comble, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que Sir Charles avait donné sa démission. Donc, qui allait prendre la relève, c'était très compliqué au niveau des ordres. Ils sont passés vraiment pour des truffes, Scotland Yard, quand même. Parce que du coup, la porte a été défoncée à coups de manche de pioche. Ça s'est fait dans un climat absolument désordonné. Et puis dans la rue, les gens criaient la tête de Sir Charles. Les gens jetaient des pavés. Là. Il y avait, vous savez, la formation des comités de vigilance constitués exclusivement de commerçants qui en avaient marre que leur commerce soit déserté à cause de cette affaire et qui ont décidé de partir à la traque à Jack l'Éventreur en déguisant, alors ça je l'ai lu, ça dans les rapports de Evans, en allant jusqu'à déguiser certains hommes en prostituées féminines. Apparemment, l'assassin s'est pas laissé piéger. Qui s'appelle faire la chèvre. Faire la chèvre. C'est l'action de ce genre de stratégie. C'est George Lusk qui commandait ces comités de vigilance. George Lusk qui a reçu justement une lettre à la centrale News Agency et le fameux rein qui apparemment serait bien celui de Catherine Eddowes. Donc c'est qui devait gêner quand même ce George Lusk. Et on sait que c'était le rein de Catherine Eddowes parce que Catherine Eddowes souffrait de néphrite. Donc la coïncidence quand même ne permet pas tellement... Guillaume, tu veux poser Pour rebondir sur ce que vous dites justement, et jusqu'où l'affaire Jack l'Éventreur ou Jack l'Éventreur n'a-t-il pas fait le jeu de l'autorité policière ou le jeu du pouvoir pour faire tomber des têtes justement pour légitimer des pratiques comme la prise d'empreintes ADN, etc. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment un but très altruiste policier ou est-ce que ça n'a pas été l'épouvantail qui a permis à Scotland Yard d'asseoir son pouvoir, de l'augmenter et de faire tomber des têtes sous couvert de l'approbation populaire qui exigeait comme une sorte de patriot act avant-gardiste.
Oui, ça serait peut-être, ça nous ramène à la thèse du réformateur social, Oui. sachant que Sir Robert Anderson, qui justement dirigeait le premier au poste en 89, quand Sir Charles a donné sa démission, a bien déclaré que cette affaire était une patate chaude, et que si on connaissait vraiment l'identité de l'assassin, ça serait vraiment, et ça elle le déclare dans ses mémoires, hot potato, ça ne s'invente pas, et qu'il vaut mieux taire le scandale, effectivement, quand vous avez un mouton noir dans les rangs. Vous savez, c'est comme la franc-maçonnerie, et à 90%, les gens qui font, les policiers et les hauts gradés qui font partie de cette institution-là sont francs-maçons. Même McNaughton faisait partie de l'ordre de Bâle, donc on se couvre, on se protège, parce que si on ne protège pas l'autre, c'est nous qui ne nous protégeons pas. Nous sommes obligés finalement d'avoir une éthique. Donc je pense qu'ils l'ont su d'ailleurs. James Monroe et Sir Robert Anderson étaient vraisemblablement, je pense, au courant. Et ils avaient de forts doutes des déclarations de Sir Robert. D'autres questions? D'autres hypothèses? Je ne sais pas, Du point de vue du statut social là, de votre suspect, en comparaison avec le statut social de ses victimes, je veux dire, comment il aurait pu, d'après ce que j'ai compris, elles étaient d'un niveau populaire, je voulais savoir comment... Ouais. Alors, c'était pas rare que certains gentlemen partent s'encanailler dans les quartiers, c'était même très couru. D'ailleurs, Sir Melville le dit bien en 89, il fréquente le plus Chanégol, et que c'est une façon de se... Vous savez, les gentlemen aiment s'encanailler, et il disait très bien dans ses mémoires que la vue d'un couteau tiré n'était pas rare. Et donc, effectivement, il a l'habitude de se rendre dans ces quartiers. Après, vous savez, ils sont habillés en redingote sombre, tout le monde est habillé en mode sombre. Par contre, de voir une femme de la haute dans ces quartiers, c'est rigoureusement impossible. Des policiers qui connaissent bien les mœurs des bas-fonds, qui vont dans les dépôts de mendicité, qui font des perquisitions dans n'importe quel bordel, ils sont accoutumés. C'est presque un rite social obligé. L'anglais aime par nature s'encanailler. C'est un truc, double sword expression. Ils ont besoin de cultiver ce double postulat. Ils sont très pas que l'anglais d'ailleurs. Mais c'est ça qui est fascinant. Ils ont ce côté-là quand même quelque part. Si on ne sait pas du tout qui était le meurtrier. Aujourd'hui, les gens resteront toujours sur leur faim. Bon, moi j'ai défendu ma thèse comme je le pouvais, mais on n'est pas là, c'est vrai, pour se critiquer les uns les autres. J'explique juste pourquoi je ne suis pas d'accord avec celle-ci, celle-ci, celle-ci. Maintenant, c'est bien qu'il y ait encore ce petit mystère, finalement, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir mis une pierre d'achoppement, mais simplement de se dire, je serais bien convaincu par ça, parce que, et finalement, ça permet de renouer avec la polémique. Est-ce qu'il y a encore des serial killers qui se disent de suiveurs de Jack l'Éventreur? Oh même à l'époque de Jack, Jacques le Vacher, en province. On ne rigolait pas, il est classe aussi, il n'est peut-être pas gentleman, mais il a de la tenue du corps. Jacques le Vacher, qui tué au milieu des vaches, disons que c'est peut-être un autre public, et une autre ambiance, peut-être pas rurale, peut-être pas, pardon, urbaine, mais typiquement rurale. Jacques le Vacher. Lui, c'est la fin 19e, début 20e, Jacques le Vacher. Ça va avec ce personnage du film, là, avec Galabru, vous vous souvenez, ce Jouvier, vous voyez, On n'a pas vu celui-ci. vous n'avez pas vu, c'était un personnage qui a signé. Il y avait une folie religieuse. The Lodger, qui est en 1927, un des premiers films d'Hitchcock, si c'était le premier, où justement on mentionne la théorie de Jack, un logeur un peu mystérieux, dans une pension, etc. Il y a eu beaucoup de films qui se sont inspirés. Justement, Loulou de Wetkind, quand nos deux acteurs brillants ont effectivement mentionné Loulou de Wetkind, il s'agit de ça aussi. Wetkind s'est inspiré de l'affaire Jack l'Éventreur. Encore d'autres questions ou d'autres... L'expression allemand est très touché par... Alors ce qui est formidable, c'est le succès. Jack l'Éventreur, ça attire. La preuve, vous êtes nombreux ici ce soir. Et ça, on fait des films, on écrit des livres, ça fait fantasmer. Enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un personnage qui fascine. Qui n'intrigue pas seulement, qui fascine. Non? Fascinant. Fascinant. Alors, toi, Dominique, qui connais bien les traductions latines, c'est... Fascination, je crois que c'est à distance. Et en même temps, je ne sais plus, il y a une double signification à distance. Et en même temps, Oui. on aime et en même temps, on est tenu à distance. C'est peut-être ça, Jack l'Éventreur. C'est fascinant, c'est le sacré, fascinant, Ouais, c'est le tremendum. C'est le nom d'accès, non? Voilà. Je ne suis pas linguiste, mais il me semble qu'il y avait... Sûrement, il y a les deux idées, oui.
Et lui qui voulait devenir acteur, je crois que c'est en grec, c'est hypocrites, acteur, hypocrite. Jack était comme un bel hypocrite finalement. C'est pour ça qu'il voulait. Mais la société victorienne était hypocrite. Ce qu'on a dit, par exemple, sur la fréquentation des prostituées, n'est pas du tout en conformité avec l'image que veut donner la société victorienne de l'époque, qui est beaucoup plus aseptisée et puritaine. Le puritanisme fait couver en son sein des choses qui sont tout à fait contraires. Puritain refoulé. Puritain Est-ce que vous, refoulé. est-ce que vous pensez que c'était un bel homme? Un homme charismatique avec beaucoup de charme. De là à dire qu'il est beau. On va lui dire ça, il va croire que c'est lui. Avec beaucoup de charme. Non, parce que, Beau comme Crésus. parce que quelque part, comme- Il faut du magnétisme quand même pour ça. Diriez-vous qu'il était beau comme Crésus? On est riche comme Crésus. Oui, Beau. Je pense que son portefeuille. C'est la femme d'Onassis qui répondait ça. Il est beau Mais, comme Crésus. C'est une histoire de haine entre Job et Crésus finalement, les prostituées de Jack. Mais peut-être d'amour aussi, enfin, D'amour et de on haine. tue les gens qu'on aime, enfin il y a quelque chose. Mais il était beau quand même, ton suspect. Oui, il a il était grand. Je sais pas si. Jean-Philippe, c'est le grand livre. Non, celui qu'on voit de dos. Voilà, qui est le plus grand format. Si vous pouvez le soulever un petit peu. Donc, l'ouvrage, il ne manque pas d'un certain charme. C'est quelqu'un qui a un regard gris-acier. Et pour info, il sort avec la plus belle femme de Londres. D'accord. Mais il est pas. Non, il n'est pas plein du tout. Oui, donc c'était pas forcément la raison du non-accès à la femme. par C'est la rapport au mère. frustration certainement sexuelle, mais aussi la frustration Mais c'est par rapport à la mère. autorité. Peut-être qu'il Par rapport à la mère, s'interdisait. ouais. C'est pas qu'il n'était pas assez beau pour trouver des femmes, peut-être. Non, c'est Mais il pas s'interdisait lui-même de. Il mesure quand même 1m90, il a une sacrée Il donnait prestance, le niveau social, il avait une femme, il une avait belle du femme. charisme hein, et il sortait comme éclaté. Pourquoi avez-vous consacré votre recherche et votre vie à Jacques Léventreur? Bah, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est que j'ai toujours pas la réponse. En C'est fait. pour éviter d'être Juste pas la psychopathe. trouver. Oui, c'est pour éviter, par comme c'est Quentin Tarantino. Vous avez écrit des livres, Si j'avais pas écrit, j'aurais été tueur en série. Pourquoi cette réponse-là? Bah, le coup de foudre, alors c'est vrai qu'avant d'arriver, alors j'ai pas ça pour que tout le monde vous regarde, ah, il est en retard, non, non. J'explique. Je vais vous dire, mais c'est bien, votre question est pertinente, c'est que j'ai tout simplement eu un coup de foudre de gosse en regardant le téléfilm en 2 parties de David Wicks, où là je me dis, c'est pas ça, j'ai laissé tomber mon verre, je me rappelle encore, ça passait sur Canal, c'était la naissance de Canal, ça va pas me rajeunir, on va dire c'est l'époque des dinosaures. Je tombe là-dessus, je me dis, j'ai l'impression de connaître cette époque, je sais pas ce qui m'arrive, je suis un peu en coton. Bon, la thèse me semblait bon, un peu tirée par les cheveux, parce que c'est vrai que si finalement cette histoire d'Annie Crook, ça tient rien du tout, hein, le petit prince Eddie, le petit-fils de la reine Victoria, qui a une relation avec une prostituée de l'East End, il faut absolument masquer la relation, une naissance est légitime, parce qu'il y aurait les autres copines prostituées qui feraient chanter la couronne. Bon, tout ça, ça me semblait un peu abscon, surtout quand on fait des recherches en archives, on s'aperçoit que même si Annie Crook a existé, elle n'a jamais connu le prince Eddie, parce que le prince Eddie, il préférait s'impliquer dans les scandales fumeux de Cleveland Street, dans les scandales homosexuels, et on l'appelait bouton de manchette, c'était quelqu'un d'excessivement précieux, complètement atonique, et on ne le voit pas sortir le soir en train de... Enfin, je ne sais pas, hein, moi qui l'ai changé de... Florence pourra confirmer, le tueur en série ne s'attaque qu'au symbole du désir. Or, il n'était pas bisexuel, il était purement homo. Je ne vois pas le petit prince Eddie. Ah oui, d'accord, je pensais Il n'était pas ouais. du tout attiré par les Oui, femmes, plutôt par le symbole de la femme. Puis il était quand même très délicat, on ne Ouais. voit pas avec le couteau. Ça veut pas- Oui, ça va rien dire. Rien dire. On l'appelait bouton de manchette, hein. Je ne vois pas, il est comme assez décrit comme maladroit quand il marchait. Je ne pense pas que Jack avait vraiment maladroit. Il avait des bras tellement grands que c'était bon, on l'appelait bouton de manchette. T'as bien dérivé hein, par rapport à la question personnelle. Oui, Mais c'est vrai qu'au lieu de s'intéresser à oui, comme la plupart. j'ai évité de répondre. Non. Oui, c'est plus la façon dont vous êtes amené, mais pourquoi Bah, est-ce que vous êtes en resté fait, bloqué dessus? C'est marrant parce que j'ai pas eu les mêmes Bloqué, c'est questions. bloqué. Je reviens J'aime bien au les images, elle est téléfilm de parlante. David Wicks, mon déclencheur, ce qui m'a donné envie de m'intéresser au personnage, c'est que je me suis pas posé peut-être les questions que les autres se sont posées en disant quel salaud quand même, il en a tué. Je me dis mais pauvre garçon, qu'est-ce qu'il a dû en chier pour en arriver là. Je me suis dit ça. Et à partir de là, normal ou pas normal, mon raisonnement à 11 ans, je me dis là il faut que je fasse un truc, sinon pourquoi je me pose cette question? Tous les autres pour moi étaient des crapules sauf lui. Ah, t'avais de l'empathie alors. J'avais de l'empathie, ce qui était pour moi anormal, puisque je n'avais jamais eu d'empathie pour aucun des tueurs que je regardais à la télé, entre Starkey et Hutch, et puis je sais plus quelle série je regardais. Mais bon, bref. Du coup, j'ai éteint la télé, j'ai arrêté la télé, et je me suis mise un petit peu recherche historique. C'était pas plus mal, parce que Starkey et Hutch, c'était bien, mais c'était pas forcément très élévateur.
Écrit avec la main gauche qui écrit de la main droite, est-ce que c'est vraiment probant? Par contre, la thèse comme quoi il égorge de gauche à droite, oui, ça l'est, mais à 1000%. C'est le mode opératoire. Le mode opératoire, oui, c'est un gaucher. Mais s'il arrive par derrière, il peut faire de la main droite. C'est une question effectivement qui s'est posée. C'est vrai ce que vous dites. Il y a aussi cette théorie qui dit que l'éventreur arrivait par derrière, effectivement, prenait sa victime. Les experts, ils voient si c'est fait par derrière. Parce qu'il y a eu étranglement partiel. Ils ne sont pas complètement unanimes. Donc ça veut dire qu'il les a quand même neutralisés bien avant de les égorger. De toute façon, au niveau de l'incision, déjà, on peut voir où est le départ de l'incision et la fin. Tout à fait. Oh, Parce qu'il y a une épaisseur qui n'est pas la même. Absolument. Au départ. Si, ça, ils ont été capables de déterminer. Après, sur le style d'écriture, c'est pas forcément probant. Oui, mais il faut se replacer dans le contexte, on est en 1888, donc la médecine médico-légale. Par contre, les experts en grapho, pour peu qu'on leur donne du crédit, ont été unanimes à l'époque, et même les experts de Quantico, plus tardivement au niveau des recherches visuelles des années 90, ils ont bien dit à coup sûr que Jack Léventreur s'imbécilisait sur certains envois qu'il faisait de manière à ce qu'on pense que c'était un homme du peuple. Donc il laissait quelques fautes de ci, de là. On voyait que c'était, il y avait un décalage entre la phraséologie qui montrait un esprit éduqué et les mots et les fautes, les quelques fautes qui étaient laissées de ci, de là de façon voulue. Donc ça c'est intéressant par contre. Carole, C'est oui. pas vraiment une question, c'est plus une réflexion, mais pour quelqu'un qu'on a taxé d'incapable s'en prendre à des femmes, est-ce que c'est un peu se poignarder soi-même? C'est-à-dire que c'est une forme de lâcheté absolue. C'est une sorte, ils considèrent les femmes comme des défouloirs. Donc, si on considère que ces meurtres ont un caractère lâche, mais il faut imaginer que quelqu'un qui veut devenir acteur, alors attention, ne regardez pas les acteurs comme si c'était un monstre en disant ça, mais quelqu'un qui veut être connu, s'il ne l'est pas par le moyen clair, souvenez-vous de ce que disait Quentin Tarantino, je ne le mentionne pas comme si c'était là au-dessus, mais il disait bien que s'il n'avait pas fait réalisateur, il serait devenu tueur en série, bien sûr qu'il rigole, mais où est la part de vérité dans tout ça, où est la part de mensonge? Vous savez, quand on ne brille pas de façon claire, on brillera forcément de façon obscure. C'est une façon aussi d'exister et de s'affirmer. Parce qu'il manipulait la presse, il ne faut pas oublier qu'il écrivait au Central News Agency. Il fallait savoir à l'époque que ça desservait tous les organes de presse principaux. Or, seul quelqu'un qui fait partie de la police ou quelqu'un qui travaille dans le journalisme le savait. Donc il fallait quand même savoir, il maîtrisait sa communication, mais à fond, quoi. Avec 5 victimes, il rentre dans l'histoire et on en parle encore aujourd'hui, ce soir, maintenant. J'ai pas compris pourquoi s'en prendre à lui. J'ai pas compris. Pourquoi ça serait une façon de s'en prendre à lui? Non, je dis, parce que je me dis, si on te taxe d'incapable et de lâche, t'en prendre à quelqu'un qui est de toute façon physiquement plus faible que toi, c'est bien prouvé que tu en es un. C'est le syndrome de la petite différence. Est-ce que c'est pas se tirer une Si, balle mais dans le pied, quoi. c'est assez bien pensé, c'est le syndrome de la petite différence. Vous avez jamais entendu parler de deux chiens? Je sais que ça paraît con l'anecdote, mais c'est vrai. Il y avait un chien qui avait un problème, un handicap à la patte droite. Il ne supportait pas son handicap et il s'en prenait à un autre qui avait aussi le même handicap. Faible contre mais faible. là, vous raisonnez au niveau conscient. Mais il y a la part inconsciente. Ah oui, complètement. Voilà, c'est, je suis. Avec le recul Il se dit qu'on pas a, je suis humilié. Bon, Non, non, bien sûr, c'est plus avec le je vais recul qu'on a humilier sur cette quelqu'un de. Je pourrais pas humilier quelqu'un qui est plus en état de faiblesse que moi. Pourtant, Il ça se dit j'étais humilié. Enfin, inconsciemment, il a été vraiment humilié par sa mère et il a des frustrations. Et ces frustrations-là, il va les assouvir en tuant ces femmes de façon les plus faciles, les plus vulnérables et qui vont symboliser sa mère. Il va tuer sa mère à travers les Et postures. décrédibiliser sur Charles Warren. Et se venger aussi. Le décrédibiliser, l'humilier. Parce qu'il a été humilié sur Charles, on l'oublie, mais quand on le traite de moins que rien dans la presse, donc finalement il a sa vengeance. Mais les pervers, ils ne refoulent pas, ils passent à l'acte. C'est pour ça qu'on est, on est tous des névrosés. Sophie, Florence, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve. On se retrouve ce soir pour un dîner-conférence autour de vos deux œuvres, mais une en particulier qui s'appelle Jacques Léventreur, Scotland Yard le savait. Oui, alors. Préfacé par Robert Hossein. Oui, c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir eu cette préface, parce que c'est un monsieur qu'on estime énormément. Moi, j'étais très très fan de son travail et ça a été une joie vraiment immense quand il nous a annoncé qu'il nous faisait la préface. Et le format de votre bouquin, en fait, c'est une pièce enquête. C'est original comme format. Et quelle est la partie de la pièce? Quelle partie il y a en termes d'enquête et en termes de la pièce? Comment vous avez Alors ça vient de l'essai de Sophie.
Alors en fait, on a amalgamé nos compétences respectives. C'est-à-dire que moi, je venais plutôt de la partie essayiste. Donc tous les détails factuels relatifs à l'époque ressortent de la partie effectivement historique et puis essayiste. Enquête. Voilà. Et il fallait effectivement trouver un compromis parce qu'on est quand même dans du jeu. Hein. C'est quand même de l'adaptation, mais scénique pour le théâtre. Donc là, c'est un univers que je ne connaissais pas. C'est vrai que Jack l'Éventreur, ce que Clonner savait, en fait, c'est ni plus ni moins l'adaptation de l'essai de Sophie, Jack l'Éventreur démasqué, où là, vraiment, on présente les personnages, les officiels de Scotland Yard, et où on va partir de la fin de l'histoire de l'essai de Sophie. Jack l'Éventreur démasqué. Voilà, où c'est effectivement la fille de Jack l'Éventreur qui va enquêter sur l'identité de Jack l'Éventreur à partir des mémoires de son père. Voilà. En prenant le prétexte du fait qu'elle joue la célèbre pièce Lulu de Vetking, elle va tour à tour faire venir donc les officiels qui ont travaillé, les officiels de Scotland Yard bien sûr qui ont travaillé avec son père. Donc elle va emmener le téléspectateur. C'est un huis clos. Oui, c'est un huis clos et elle va emmener donc le spectateur, sur des fausses pistes, tour à tour. C'est peut-être le préfet Warren. Enfin, c'est nous les auteurs qui les emmenons sur des fausses pistes. On laisse des indices pour que ça soit le préfet Warren. Après, on s'en va sur Sanderson, sur Monroe. Enfin, ils ont tous des mobiles pour être le meurtrier. Monroe, Warren, Sanderson, c'est des personnages fictifs. Les officiels de Scotland Yard qui ont véritablement existé. Et on les fait intervenir dans ce huis clos, juste au moment où l'actrice qui m'interprétait Blue, qui est la fille de Melville McNaughton, Lady Aberconway, entre deux filages, tout se passe dans la même unité de temps et d'espace, dans les coulisses, et c'est là elle va agir comme un révélateur auprès de ses officiels pour les faire parler, les mettre sur des jeux de piste parce qu'elle subodore que son père lui a jamais dit toute la vérité sur cette affaire. Et comme son père est très souffrant, elle veut absolument faire parler Sir Robert Anderson, Charles Warren, les uns après les autres, et James Monroe, de manière à ce qu'elle en sache plus sur son père, puisque de toute façon, on se base quand même sur du factuel, sur de la vérité, et que Lady Aberconway, dans ses mémoires, disait finalement, je n'ai jamais su qui était mon père. Et c'est un peu ça le début de l'histoire. Il déclare aussi au journal, au Murray Magazine, je crois que c'était en 92, qu'il a brûlé une partie des dossiers alors qu'il n'est même pas chargé de l'affaire. Donc ça aussi c'est un peu le point de départ. On est sur du factuel et c'est là où Florence intervient avec son expérience de la scène, puisque j'ai été formée à l'art dramatique, pendant 10 ans. Donc j'ai dit à Sophie, pourquoi on n'adapterait pas ton essai, donc Jack l'Éventreur démasqué, et qu'on n'en ferait pas une adaptation théâtrale. Ça serait quelque chose de vivant et un espèce de huis clos comme ça, oppressant, avec l'originalité de la pièce, c'est des flashbacks. Donc c'est tout à fait original. Ça vient d'ailleurs d'une pièce qu'on a été voir toutes les deux à Londres. Ça s'appelait Woman in Black. Robert Herford, en plus, patronyme. En plus, on avait le directeur, c'était le même patronyme que nous, Herford, il s'appelait. Et il faisait des flashbacks comme ça, des incursions dans le temps. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que les personnages de la pièce sont de l'époque de Marie-Christabel, la fille de Jack l'Éventreur, mais il y a des incursions dans le passé. 1800, Alors là, ça se passe en 1912, on n'est même plus à l'époque victorienne quand on commence, on est bien après les meurtres. Et c'est là où on va revenir. Et on revient en 1888 avec les prostituées. Alors en fait, Lady Aberconway a été actrice. C'est marrant parce que son père n'a jamais pu l'être en fait. Il a vécu cette frustration comme étant un handicap profond. Il était voisin d'Oscar Wilde. Il a voulu vivre son rêve. On sait qu'il ne l'a pas pu. Par contre, sa fille a effectivement fait ses gammes en tant qu'actrice, connaissait très bien Lyceum Theatre. Et on a par contre imaginé qu'il y ait une espèce de règlement de compte, pas vraiment un règlement de compte, mais en tout cas que la fille puisse en savoir plus sur son père. Quand il est souffrant, parce qu'on sait qu'en 1912, au retour d'un voyage en Australie, il avait une santé très chancelante. Et donc on a imaginé qu'est-ce qui se passerait si la fille était un peu la porteuse de ce message, parce qu'on ne pouvait pas imaginer. Voilà. 5 meurtres, c'est ce que tu disais dans la conférence, donc 5 actes. Parce qu'on ne pouvait pas envisager la pièce comme ça. De raconter l'histoire de Melville McNaughton dans un théâtre, dans un seul espace, dans un seul lieu, c'était très compliqué. Il y avait que le huis clos qui le permettait. Puisque le huis clos, c'est la confession. Voilà, avec des incursions, effectivement.
à l'époque où les scènes de meurtre Voilà, se sont déroulées en 1888, où les prostituées se font égorger par le suspect de Sophie, sœur Melville McNaughton. Et effectivement, on va pas tout dévoiler, surtout si on espère bien évidemment que la pièce elle pourra être jouée dans un théâtre parisien. En tout cas, on fait des démarches pour ça. Malheureusement, pour des raisons privées, Robert Hossein, personnel, n'a pas pu mettre en scène lui-même la pièce, mais on espère que ça intéressera un autre metteur en scène de théâtre, un directeur de théâtre. Voilà. Et effectivement, à la fin, au 5e acte, la révélation, la fille de Melville McNaughton, donc Marie-Christabel, découvre que ce n'est pas un des officiels qui a commis le meurtre. Voilà, on va garder le suspense effectivement pour la fin. Très bien, Voilà. merci. Merci beaucoup, pour cette interview. Peut-être, pourquoi pas, Au théâtre. un jour prochain au théâtre. On espère. Et avant ça, sur la libre antenne de Meta TV. Absolument, on reviendra avec grand plaisir. Et pour merci Meta TV. beaucoup à toute Meta l'équipe. TV et Merci à à toute vous. l'équipe. Voilà. Merci. Merci à vous.